Bienvenue sur d'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Jusqu'à présent, dans ce podcast, j'ai souvent abordé avec mes invités les cercles et les accompagnements pour les hommes. J'avais envie de dédier un épisode à cette thématique. Et pour cela, j'ai demandé à une des personnes qui m'inspirent dans cette aventure. J'ai nommé l'éclaireur et l'éclairant Étienne Hayem. Depuis quelques années, il crée des espaces de reliance, mixtes et non mixtes, épaulant notamment les hommes à mieux se connaître et à s'accepter tels qu'ils sont. Dans un échange intime, Étienne, de son parcours d'homme et d'accompagnant, nous partage sa vision, ses constats, les questionnements et les problématiques qu'il a rencontrés, et comment se retrouver en cercle peut nous aider à créer du lien à nous-mêmes et aux autres. Bonne écoute. Salut Étienne. Salut Loïc. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Quelle est ta météo du jour? Quel est ton check-in? Ça va, il y a un bon feu intérieur, une bonne joie intérieure et un corps un petit peu fatigué. Donc c'est une contradiction entre de la joie dedans et puis un peu j'ai pas envie aujourd'hui. Voilà. Pour être très honnête, c'est ça qui m'habite en cet instant. Et donc, je n'ai pas fait mon jogging ce matin. Ah non, je fais pas de jogging le matin, c'est pour ça. Bah, voilà. Donc, j'arrive tout frais, nature, d'un bon réveil avec la lenteur de l'escargot, on va dire. Mais la joie du rossignol. Écoute, je suis à peu près dans ce même mood, comme tu dis, feu intérieur mais fatigue extérieure. Donc c'est bien, on est déjà sur la même longueur d'onde, j'aurais envie de dire. Avec toi, j'ai envie de parler de cercle, d'espace, de reliance. Et pour commencer, en fait, j'aurais envie que tu nous partages avec tes mots, avec ta vision de c'est quoi un cercle de parole. Un cercle de parole, c'est quand des humains se mettent ensemble autour d'un feu, autour d'un centre, autour d'une bougie, autour d'un point vide, pour partager, pour se retrouver, pour être eux-mêmes. Et, c'est une organisation sociale, une architecture humaine un peu particulière qui, je crois, existe depuis très longtemps. Mais qu'on redécouvre ou qu'on repratique, ou en tout cas qui sont en train de revenir à fond à jour parce que les entreprises ou les formes sociétales ne nous conviennent pas, nous amènent dans des espaces où on est avec des masques, dans lesquels on joue des rôles, et c'est très bien, il en faut, mais c'est nécessaire. Et ce qui est aussi nécessaire, je crois, c'est de pouvoir se retrouver sans ces masques et de pouvoir dire comment ça va vraiment, comment je me sens vraiment, comment je suis vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et c'est un espace, pour moi, c'est un espace magique, un espace où on se reconnecte les uns aux autres, c'est un espace où il se passe quelque chose depuis ce centre vide qui est plus grand que l'ensemble des personnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va dire? J'en sais rien. Qu'est-ce que je vais vivre? J'en sais rien. Je sais juste que je vais arriver avec la responsabilité de ma parole, de mon authenticité, de ce que je vais pouvoir déposer dans ce cercle, de qui je suis aujourd'hui, de ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Je vais pouvoir choisir le niveau de filtre et de masque que je vais mettre, que je vais retirer peut-être au fur et à mesure si je connais pas tout le monde, ou si c'est des copains, je vais pouvoir des copains, des amis, des hommes ou si juste je vais vraiment mal, peut-être que je vais être vraiment à nu et être honnête et dire la merde qui se passe dans ma vie aujourd'hui ou ce que je ressens. Et c'est un espace dans lequel je vais aussi pouvoir écouter et être présent pour les autres. Donc il y a une espèce de je sais pas comment on dit, chacun met sa couche en fait, chacun vient déposer quelque chose au centre et il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de ah ouais c'est super intéressant ce que tu dis. Parfois, mais en tout cas l'invitation c'est vraiment j'aimais depuis mon centre vers le centre du cercle
et j'ai dit, et je dis aho, j'ai dit, je dis merci, j'ai fini, je sais pas quoi, je signifie que j'ai terminé de parler et je passe le bâton au suivant et le suivant, ou la suivante, si c'est un cercle de femmes ou si c'est un cercle mixte. Mixte. Ouais. Il a quelque chose à déposer de comment il va lui, de comment il se sent, de qu'est-ce qui est important ici et maintenant pour lui dans ce monde, quelle est sa vérité qu'il a envie de déposer. Et donc, le fait de m'avoir entendu, ça va le faire bouger. Ça va le faire ou ça va la faire bouger. Et donc, il y a une espèce d'empilement comme ça de vérité, de qui nous sommes aujourd'hui, d'actualisation, de juste, est-ce que je peux me montrer vrai et être accueilli vraiment, être accueilli simplement comme je suis. Euh, et donc, c'est un processus un peu magique dans lequel nous venons déposer à ce jour, à cet instant, ce matin, ma vérité, c'est ça. Je me sens comme ça, je ressens ça, je crois ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas immuable, mais juste je viens pointer et je viens déposer une vérité qui est éphémère, qui est temporaire et qui changera peut-être juste à la fin du tour de cercle. J'aurais peut-être déjà complètement changé d'état. Euh, donc voilà, il y a ce truc un peu magique de je viens déposer quelque chose de moi devant des témoins qui sont pas là pour me sauver, qui sont juste là pour être là et accueillir ma parole. Et à mon tour, après, j'accueille la parole des autres et j'accueille les paroles des autres et j'ai rien à faire d'autre que être présent et les écouter. Donc c'est sur le papier, c'est assez simple et dans le vécu, pour moi, c'est quelque chose de magique, quelque chose de beau. Des fois, je me dis ah merde, j'ai un cercle ce soir, fait chier, j'en ai marre. Et j'arrive et je me pose et je dis bon, ben j'ai pas très envie, nanana. Et au bout de 2 heures, je repars avec le cœur grand ouvert comme ça et on a ouvert des espaces dans lesquels on a partagé des choses et j'entends des hommes qui disent des choses qui ne posent avec personne d'autre. Et donc là, je me dis waouh, comme c'est précieux, comme c'est beau. Donc youpi, vive les cercles. Ça me parle plutôt ce que tu dis, effectivement. Et oui, l'instant présent, qu'est-ce qui se passe là, ici, maintenant? Et toi, comment t'as découvert pour la première fois les cercles? Qu'est-ce qui t'a amené à participer à un cercle? Moi, j'ai un peu triché parce que j'ai pas commencé par les cercles d'hommes. Je n'ai pas commencé par les cercles de femmes non plus. Mais j'ai pratiqué le cercle dans des formes d'intelligence collective. Au départ, c'était avec Jean-François Noubel que j'ai appris ça en 2009. Et ça a été fondateur pour moi. Et cet homme a une vision aussi liée à la spiritualité très forte. Il y avait des règles et des principes du cercle. Je parle au centre. Je m'adresse au centre. J'écoute le centre. Je parle de mon expérience personnelle. J'offre ma parole et non pas je prends la parole. Donc voilà, il y avait quelques principes comme ça qui étaient très forts. Et après, je l'ai découvert. Enfin, j'ai renforcé cette pratique avec une pratique de la sociocratie, puis de l'holacratie, qui sont pour le coup des méthodes d'intelligence collective qu'on utilise dans les entreprises, dans les organisations, pour partager le pouvoir, pour prendre des décisions ensemble. Donc voilà, j'arrivais vraiment avec ce côté intelligence collective de qu'est-ce qui se passe quand des humains se mettent ensemble et essayent de prendre des décisions en s'écoutant, en se respectant et en sortant du truc de on va débattre et on va voter et puis la majorité gagnera. Donc j'arrive d'abord avec ce background. Ça c'est 2009, 2010, 2011 pour moi. Et je pratiquais aussi un jeu qui s'appelait le jeu du Tao, à peu près à la même époque à Paris, dans lequel on était un petit cercle autour d'une table, on faisait des tours, et puis je pratiquais aussi quelque chose qui s'appelait la transanalyse, qui s'appelle encore la transanalyse, en 2009-2010, dans lequel on arrivait, on se mettait en cercle, et au centre il y avait une bougie, et puis on respirait ensemble, et puis donc il y a eu une époque de ma vie où, quels que soient les espaces dans lesquels j'allais, on se mettait en cercle. Et que ce soit au boulot d'un côté avec le jeu du Tao où je travaillais pour eux, que ce soit au centre Tao où je pratiquais la transanalyse, que ce soit avec les Valeureux, qui était une association que j'avais montée sur les monnaies complémentaires, on pratiquait la sociocratie et l'holacratie. Et donc dans tous les espaces de ma vie, il y avait ça. Mais il n'y avait pas encore les cercles d'hommes. Il n'y avait pas encore ces espaces de non-mixité choisis, réservés aux hommes. Et là, c'est vraiment en 2012, au centre Tao, il y a eu le premier festival du féminin, qui est arrivé avec plein de propositions, plein d'ateliers, et je voulais m'inscrire et c'était réservé aux femmes. Et donc il y avait juste deux ateliers qui étaient ouverts aux hommes, un qui s'appelait l'identité masculine avec Jacques Lucas et l'autre qui s'appelait l'alliance féminin-masculin avec Jacques Lucas et Marisa Ortolan. Et comme j'avais pas le droit d'aller au truc des femmes, je me suis dit je vais aller
mais j'ai même pas réfléchi. C'était quoi l'identité masculine avec Jacques Lucas. C'est juste par défaut que je me suis retrouvé là. Comme l'autre m'était refusé, m'était interdit, je me suis dit, bon, bah, je vais aller là. Et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans un cercle d'hommes. Et il y a un moment où on venait au centre du cercle et on disait, je suis un homme et je sais pas quoi. Il y avait une espèce de phrase qu'on répétait et je le sens et je le sais ou je sais pas quoi. Et avant d'y aller, j'avais de la tétanie ou je sais plus comment on dit, tu vois, des fourmis. J'avais toute l'énergie qui était en train de partir du bras, qui remontait quasiment jusqu'à l'épaule, quoi. J'étais mort de trouille à l'idée d'aller me mettre au centre du cercle. Et c'est pas mort de trouille, c'était physiquement, il se passait quelque chose dans mon corps. Rien que d'aller au centre du cercle et de dire je suis un homme et je le sens. Euh, il y avait toute une partie de mon bras qui disait non, 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 non. Donc voilà, ça a été une initiation, ce cercle d'hommes d'une heure, et puis après on allait rencontrer les 75 femmes. Donc nous on était 17 et il y avait 75 femmes, puisque c'était le festival du féminin. Et, euh, et donc après il y a eu un rituel homme-femme. Et ça a été mon premier cercle d'hommes, vraiment. Et ça m'a fait flipper. Et c'était beau, et ça a été vraiment une pacification. Et puis après il y a Jacques Lucas qui m'a dit, mais toi, si tu fais du Wu Tao, de la transanalyse, viens faire un tantra homme. J'ai dit ok. Et donc quelques mois après, je me retrouvais en avril 2012 au Hameau de l'Étoile pour faire mon tantra homme, et ça a été là pas juste une petite goutte de 17 hommes d'un cercle d'hommes, ça a été 4 jours avec 50 hommes, et ça a été vraiment l'entrée, le retour, j'ai envie de dire, et en même temps l'accueil dans le monde des hommes, et mon accueil moi dans oui, je suis un homme. J'ai plus besoin de me battre avec ça. La fin de doute, la fin de peur, la fin de ce que je dis souvent, c'est j'ai l'impression quand je suis sorti de ce stage que j'avais perdu 10 centimètres de couche que je portais sur moi, quoi, comme des vieilles fringues ou des vieilles peaux, et que quand je disais j'ai froid ou j'ai envie de faire ça, ça partait d'un endroit qui est vraiment mon centre et qui était plus une part de mon identité. Alors Ouais. j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, des couches d'ego qui sont arrivées entre temps, tout va bien, mais voilà. Donc ça a été une grosse transformation. Et c'est de là que t'as commencé ce qu'on appelle le men's work. Je sais pas s'il y a un mot français équivalent. Travail entre hommes. Travail entre hommes, ouais. Je sais pas ce qu'on dit. Le mot travail est pas tout à fait juste. Ouais, en fait c'était tellement fort ces 4 jours. C'est tellement ouvert de portes, trouver de réponses à des questions et un mal-être. C'était pas juste des questions intellectuelles de j'aimerais savoir comment faire mes lacets et est-ce que t'as le plan pour faire mon lacet. Il y avait un profond mal-être, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et aussi par rapport à la sexualité. Ces 4 jours en fait ont été une espèce de guérison, je veux pas dire totale, mais profonde et multiple et dans toutes les dimensions, quoi. Et j'ai trouvé des pistes de réponse, j'ai trouvé de l'amour et de la connexion avec ces 50 gars que je connaissais pas pendant 4 jours, et il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait mais waouh, en lien avec la sexualité sacrée aussi, je savais qu'il y avait autre chose qui existait, et il y avait une toute petite partie de moi au fond de moi qui le savait, qui s'en doutait et qui pendant toutes ces années cherchait et se disait bah peut-être que, et là pendant 4 jours en fait je l'ai vécu, et donc il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui disait faut que tu le cries sur tous les toits, quoi. Faut que tu cries sur tous les toits que ce truc-là existe, que c'est possible, que c'est pas obligé d'être aussi chiant, aussi nul, aussi traumatique, aussi que ce soit être un homme, que ce soit la sexualité, que ce soit la fraternité, se retrouver entre hommes. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de voilà, maintenant que tu sais, mon gars, vas-y, va le dire aux copains, quoi. Va le crier sur tous les toits, parce que c'est sûr qu'il y en a partout des mecs qui galèrent, des mecs qui souffrent, des mecs qui sont tout seuls, des mecs qui se posent des questions, des mecs qui en voient pas le bout, que ce soit dans la sexualité, dans la fraternité, dans leur tranquillité avec leur identité d'homme. Donc ça a été le gros déclencheur. Au début, c'était pas forcément jeu animé. Il y a eu comment? À la fin, je me rappelle, il y avait vraiment ma météo de fin de ces 4 jours. C'était, je suis né pour vivre des espaces comme ça. Je suis né pour vivre une intensité de ce niveau-là. Et quelque part, si je vis pas ça, c'est que je suis pas au bon endroit, c'est que je suis pas en train de vivre ma vie.
Donc, si je suis pas en train de vivre ça, il faut que ce soit parce que je suis en train de préparer un prochain espace dans lequel je vais le vivre. Mais en tout cas, de tourner ma vie et d'orienter ma vie vers ces nouvelles découvertes, ces nouvelles prises de conscience. Et à la fin de ce stage, j'ai mis 2 petits drapeaux. C'est au hameau de l'Étoile. Donc, j'habite maintenant à côté du hameau de l'Étoile. J'ai travaillé au hameau de l'Étoile pendant 3 ans. Donc, ça a quand même bien changé ma vie. Et j'ai mis, il y a les montagnes en face et j'ai mis un petit drapeau en haut de la montagne et je me suis dit, un jour, je voudrais être à la place de Jacques. Pas la place de Jacques au sens lui prendre sa place, mais à la même place, quoi. Animer et ouvrir des espaces comme ça pour permettre à des hommes de vivre ça. Ce que j'ai reçu, j'ai envie de le transmettre et j'ai envie de l'apporter, quoi. Et puis après, j'ai mis un autre petit drapeau à côté en disant, waouh, le couple conscient et tantrique, j'ai envie de le vivre, etc. Et donc là, on est en 2023. C'était il y a 11 ans. Et ben, je me suis planté. En même temps, j'avance. J'avance vers ce rôle, cette place d'ouvrir des espaces. Et donc ça, je le fais dans différents espaces. Et puis le couple, j'ai essayé et avec une femme que j'ai rencontrée dans le cadre du tantra de Jacques et Marisa, qui s'appelait Horizon Tantra à l'époque. Nous avons une petite fille qui a 5 ans. Et voilà, j'ai essayé avec tout mon cœur, avec tout mon amour et avec toutes mes limites. Et aujourd'hui, nous sommes séparés. Et donc voilà, je vois que c'est pas je mets un drapeau, j'essaye, j'y arrive, c'est super, c'est la réussite. Donc je traverse aussi comment je fais quand ça marche pas, comment je fais quand je me plante et comment je me relève et comment je continue de m'aimer, d'aimer, et d'essayer et de pas perdre ce petit drapeau et cet idéal parce que je pense qu'il est possible, il est atteignable, il est vivable, il est expérimentable. Peut-être que c'est pas le couple mariage et le couple sacré tantrique, peut-être que c'est des essais, des erreurs. Pour ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a transformé ma vie, ce stage, ouais. Et qui me nourrit encore aujourd'hui et j'ai envie de continuer d'accompagner les hommes dans ces espaces ou dans des espaces comme ça et après vers d'autres aussi. Sur ton site, j'aime bien, t'as mis des questions peut-être que tu te posais à l'époque, peut-être que tu te les poses encore, je sais pas. Je vais me les permettre de les lire. Il y a comment être un homme tranquille, solide et sensible. Comment être en paix avec les autres hommes, sans peur, sans honte, juste bien dans ma peau. Comment sortir de mes problèmes et hontes individuelles pour prendre de la hauteur, respirer et réaliser que ce que je vis ne m'est pas propre, que je n'y suis pas ce que je vis. Comment être en relation avec les femmes de manière respectueuse et apaisée. T'as trouvé des réponses à ces questions. Je me dis que c'est typiquement un genre de questions que les hommes peuvent se poser, mais peut-être les femmes aussi. Mais t'en es où sur ce chemin ou... Alors c'est très simple. La réponse 1, pour être tranquille et solide, il suffit de venir à mes stages et de participer à mes cercles. Pour la réponse 2, il faut aller avec Loïc. Non, ça me fait du bien quand tu relis ça. C'était tranquille, solide et apaisé. J'en sais rien. Ce que je sens, pour moi, il y avait une contradiction entre ma sensibilité et ma peur de déranger. Et donc, j'avais certainement une puissance à l'époque, mais il y avait une peur de déranger, une peur du conflit, une peur de si je prends une place là, je vais sûrement prendre la place d'un autre gars qui va me le reprocher. Je vais sûrement gêner, quoi. Et donc, il y avait tous ces endroits où, en fait, j'étais complètement derrière ma vie et je voyais tous les endroits où je me disais, ah, je pourrais aller là, ah non, je vais déranger, ah, je pourrais aller là, ah, non, je vais déranger, etc. Et c'était un gros travail pour moi, ça a été ça, d'apprendre à prendre ma place avec confiance que je vais prendre la place de personne d'autre et que si jamais ça dérange quelqu'un, je peux lui dire excuse-moi, c'était pas mon intention. Mais d'oser faire les choses et de ne plus être coincé au fond de moi en me disant ah si je fais ça, ça va déranger, si je fais ça, il va avoir peur, si je fais ça, il va pas m'aimer, etc. Donc là, je retrouve vraiment le renforcement du masculin, si je pourrais dire, à l'intérieur de moi que j'ai travaillé aussi via le MKP. Sont des questions éternelles, hein. Je crois pas. Oui. Je crois pas qu'à un moment on arrive au bout et puis ça y est, c'est bon, je check et je me mets 10 sur 10 et puis je passe à autre chose, il y a un nouveau chapitre. Sûrement, il y a un moment, en tout cas, quand tu me les poses, aujourd'hui, je me dis plus, c'est des questions sur lesquelles je suis en travail, mais c'est des questions de fond qui sont là tout le temps, je pense. D'être juste, quoi. D'être juste d'être aligné. Comment je fais pour être aligné au quotidien? Comment je fais pour être juste et paisible dans mes relations, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes. Moi, je pense qu'il y a,
Pour moi, il y a besoin de détendre. En tout cas, il y avait quelque chose, quand je dis respirer, désidentifier, je ne suis pas ce que je vis. C'est ce qu'on fait dans les cercles. Un moment de Ouais. dire, je me sens vraiment triste, je me sens vraiment en colère, mais je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse. La tristesse et la colère passent à travers moi, s'expriment en moi, et si j'ouvre et que je m'autorise à vivre de la tristesse, que je m'autorise et que le cercle me soutient dans cette autorisation, je peux vivre mes émotions et du coup, je peux me mettre à pleurer devant toi et savoir que tout va bien. C'est pas parce que je pleure que je suis une mauviette, que je suis une tapette, que je suis hypersensible ou je sais pas quoi, juste que la vie s'exprime à travers moi, à travers des larmes et que c'est beau. Et, et ça, j'aime bien. J'aime bien pouvoir vivre mes larmes dans des cercles quand c'est beau et j'ai pas besoin d'aide parce que je pleure. Je suis juste vivant parce que je suis en train de pleurer et de pouvoir vivre aussi des colères. Et je ne suis pas bien parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que quelqu'un ne respecte pas mon territoire ou mes limites. Qu'il s'agit de remettre de la paroi, de la membrane. Et comment le faire en tenant compte des autres? Comment le faire en respectant l'autre et comment le faire sans penser que je suis tout puissant et que je suis seul au monde, mais que quand je remets ma paroi, ça peut souffler, ça peut souffler chez l'autre, quoi. Donc ouais, si j'avais les réponses absolues, je serais pas là. Ouais. Je serais dans le temple à côté de Bouddha, en haut des affiches. Là. Je, je m'attendais pas à des réponses précises, mais juste à faire effectivement voir ce qui pouvait en ressortir. Mais Il y a vraiment deux couleurs d'hommes pour moi. C'est un peu schématique, mais je l'ai mis comme ça sur mon site. Il y a des hommes qui sont hyper féminins, je me mets dedans. Hyper féminins, hyper sensibles, pas de soucis avec les émotions, pas de soucis avec les relations féminines, même souvent ils ont que des copines, beaucoup d'amis femmes. Et souvent sont ces hommes qui viennent en stage, qui viennent dans les cercles, et qui viennent chercher le yang, qui viennent chercher le masculin. Et souvent c'est un père absent ou c'est un père violent. Et un père violent qui fait que du coup on se barre et que ça donne pas envie, ou un père, je vais dire léthargique. C'est pas ça, oui, mais père pas très communicatif, quoi. Et du coup, dans une époque où les repères sont un peu brouillés, où les qualités féminines sont vantées, je crois qu'on est des millions aujourd'hui d'hommes à être dans cette voie-là. Et du coup, ces hommes qui sont, et je me reconnais là, qui ont trop de féminin ou qui ont surdéveloppé le féminin, il s'agit pas de le sous-développer, il s'agit pas de le développer moins, il s'agit de renforcer en développant de l'autre côté un masculin plus tranquille, du positionnement, du yang, de l'affirmation, qui peut être une affirmation tranquille, qui a pas besoin d'être et moi je suis un homme et je me mets là. Donc il y a un peu ça schématiquement et l'autre polarité, l'autre extrême ou l'autre déséquilibre, si je pourrais dire, même si c'est pas un équilibre, c'est les mecs un peu bourrins qui pleurent jamais. ouais. C'est des mecs qui ont un grand cœur et c'est pas une question de cœur. Dans les deux cas, il y a des hommes avec des très grands cœurs, mais c'est des mecs qui soit physiquement ont été dans la force, ont été dans bûcheron, tu vois, dans les archétypes, mais qui ne sait pas exprimer ses émotions, mais qui ne sait pas les vivre, mais qui aimerait bien, voilà, pour faire l'amour de manière puissante, il y a pas de souci, mais pour aller vas-y, on fait doucement, on fait des caresses, c'est chiant, quoi. Donc comment découvrir cette part féminine qui est là de toute manière, de toute évidence, pour que ces hommes puissent, voilà, détendre un petit peu la carapace et l'armure et aller toucher du féminin dedans et ouvrir la boîte des émotions, quoi. Ouvrir même ne serait-ce qu'un tout petit peu et qu'il y ait une larme qui passe. Il y a des hommes qui me disent j'ai pas pleuré depuis 3 ans. Des hommes qui me disent je sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Et donc là, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a besoin de l'opposé, on a besoin du complémentaire. Les hommes hyper féminins ont besoin du masculin et les hommes hyper masculins ont besoin du féminin et que quand on fait des stages ensemble, on se rencontre et on se mélange et on s'apprend les uns les autres. Et donc là, il y a cette beauté qui est la fraternité, qui est aussi ce truc de, au-delà de ce travail individuel que je viens faire, comment je me reconnecte avec les hommes, comment je peux prendre un homme dans mes bras et lui dire je t'aime sans avoir peur qu'on doive sortir ensemble, qu'on doive avoir une relation sexuelle avec ma peur de l'homosexualité qui est derrière parce que dans notre société on dit aux petits garçons attention et comment je peux le prendre dans mes bras et l'aimer profondément et être tranquille avec ça.
et comment je peux trouver du soutien et de l'amour chez des hommes, même s'ils sont pas mes meilleurs amis, ça n'a pas besoin d'être mes meilleurs amis et que je les vois régulièrement, mais d'aimer un homme, d'être aimé par un homme, d'avoir de la tendresse, de l'amour et de l'affection et de pouvoir partager un câlin avec un homme, juste de le prendre dans mes bras et de faire un hug de 25 secondes et d'être je t'aime quoi, je t'aime mon frère, et juste de pouvoir vivre ça sans enjeu. Oh, ça c'est apaisant, c'est tranquille. Et donc ça fait aussi partie de ce chemin de retissage, de retricotage de ce qui nous a manqué, de ce qui a été déchiré, de ce qui a été pété entre hommes. Même en fait, finalement, dans un cercle ou dans un stage, peu importe, même si cette personne, on la revoit pas, ou comme tu dis, il n'y a pas forcément des liens d'amitié où on va se revoir, il y a quelque chose qui est tellement fort qui se vit que parfois, il y a même quelque chose de beaucoup plus fort qu'avec des amis de tous les jours, j'aurais envie de dire, qui se passe. Parce que on va tomber les masques. Et donc, du coup, il y a une connexion euh, qui est forte, qui est puissante et qui est belle à vivre. Et tu parles beaucoup de sexualité depuis le début. Est-ce que c'est la thématique la plus compliquée pour les hommes à aborder? Oui. Non seulement je crois que c'est la plus compliquée, mais c'est la plus centrale. Mmh. Alors ça fait bizarre de dire ça parce que tout ne tourne pas autour de la bite et du sexe. Mais il y a un tel interdit, je crois. C'est à la fois la plus centrale et la plus puissante ou libératrice. Et voilà, quand on parle d'énergie et de puissance, si on regarde la puissance sexuelle et l'énergie sexuelle, c'est celle qui permet de créer la vie. Donc c'est pas un hasard non plus. Seulement quand on en parle dans la société, c'est le porno. Où c'est, les gars, c'est des cochons, ils pensent qu'à la bite, ils pensent qu'au sexe, etc. Et là, il y a les 150 tonnes d'interdits et de lourdeur du patriarcat qu'on se prend sur la tronche. Mmh. Et donc, quand tu parles de ces hommes qui se retrouvent, il y a un truc où on nous a appris la compète. On nous a appris que la compète. Ouais. On nous a appris à être le meilleur, à pas pleurer, à pas ceci, à pas cela. Et donc, il y a un tel poids du patriarcat et de ce qui nous a été interdit en tant que petits garçons que quand on rencontre des hommes et qu'on a le droit de les prendre dans nos bras, moi, ça me recharge, ça m'apaise, que ce soit des hommes qui représentent des papas par rapport à leur âge, que ce soit des hommes qui ont à peu près mon âge ou que ce soit des hommes plus jeunes. Et c'est de l'amour, quoi. C'est de l'amour à haute dose qu'on échange et qu'on se donne et c'est beau, quoi. Il y a rien de plus beau que ça. C'est aussi beau qu'avec des femmes et c'est aussi beau qu'en mixte, quoi. Enfin, là, il y a vraiment, et que l'amour des femmes entre elles. Alors, en tant qu'homme, quand on regarde les femmes qui se prennent dans les bras, on trouve ça merveilleux. Mais les femmes, quand elles nous voient entre nous, elles trouvent ça merveilleux aussi. Et on a tellement été, façonnés pour bander dur, bander fort, faire jouir les femmes, tenir, être bon, machin, etc. Le truc de la pénétration on dit que tout est centré dans la sexualité aujourd'hui, trop centré sur le plaisir masculin, etc. Mais c'est impossible ce truc-là pour nous. C'est pas une solution en fait. Ce mode d'emploi-là, il est foireux pour tout le monde. Et donc souvent, et moi c'était mon cas en 2012 quand j'ai commencé, je suis allé dans ce stage, oui, pour trouver mon yang, oui, parce qu'il y a eu Jacques Lucas qui est venu me voir et qui m'a dit, mais toi, viens faire un stage homme avec nous. Et c'est l'initiation dans le monde des hommes, ce qui m'a manqué, que j'avais pas connu. J'ai eu un papa avec qui il y a eu de l'amour, etc. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir une conversation sur c'est quoi mon sexe et à quoi il sert et comment je m'en sers. Et c'est quoi les femmes et comment on entre en relation avec les femmes et qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes. Ou aux hommes pour ceux qui sont gays, et c'est encore un autre chemin, quoi. Quelle absence de mots, quelle absence d'ouverture, quelle fermeture, en fait, à tous les niveaux par rapport à ce qui est vivant en nous et qui est beau. Et comment on fait pour juste remettre des mots sur ces endroits-là et pouvoir nommer les parties du corps et dire, tiens, ça c'est l'épaule, ça c'est le front, ça c'est ton sexe. Et ton sexe, il fait partie de ton corps. Bien sûr, c'est une zone intime, bien sûr, c'est une zone précieuse ou, intime. Mais ma petite fille, moi j'ai une petite fille qui a 5 ans, comment je fais? Bien sûr que je dois lui laver le sexe. Et si j'ai un petit garçon de 5 ans et qu'il a un zizi, je dois lui laver le sexe aussi. Comment je fais pour avoir un toucher sain? À quel moment on perd ce truc-là où on n'est plus capable d'avoir un toucher sain du sexe d'un enfant ou du sexe d'un adulte qui soit sans intention de sexualité, d'excitation, et donc tout ça en fait est complètement bloqué dans notre société. Et tabou, et donc je sais pas, on lave les sexes comme ça en se disant non, le sexe c'est sale, faut pas le toucher. Je me rappelle de millions de phrases que j'ai entendues toute mon enfance de ma mère, mes parents, de mets ton slip, range ta culotte, ne touche pas le sexe, machin. Oui,
bien sûr qu'il faut pas se toucher le sexe en public et quand on est un petit garçon. Mais bien sûr que c'est normal pour un petit garçon de se toucher le sexe et de découvrir et de faire son exploration. Et comment ça peut être dit avec des mots simples qui mettent pas en fait une espèce d'énorme jugement, une espèce d'énorme charge de la société de c'est mal, ton sexe, c'est sale. Et donc comment on fait pour juste dire mon chéri, c'est bien, je vois que tu es dans une phase d'exploration et que tu as envie de te toucher le sexe. Juste là, on est en public et ton sexe est intime et donc c'est pas un souci de te toucher le sexe, mais ça se fait pas devant du monde et juste de poser des mots qui soient pas chargés de toute cette est-ce que c'est une sclérose, est-ce que c'est le jugement, est-ce que c'est la société la religion judéo-chrétienne, la honte. Ouais. Bon, et puis après ça parle aussi de notre rapport à la puissance sexuelle. C'est aussi la peur des sorcières, quoi. Et pourquoi on a brûlé ces femmes qui avaient accès à leur plein potentiel et à leur pleine puissance. Et ben oui, une femme qui est en lien avec son désir, avec sa puissance sexuelle, c'est effrayant, c'est hyper puissant, c'est magnifique et c'est flippant à la fois. Et un homme aussi. Et donc si c'est pour l'utiliser que dans du porno ou que dans bah oui, c'est moche. Comment il y a un vrai sujet là, il y a une vraie quête pour moi là qui est pas du tout réglée aujourd'hui sociétalement et pour nous les hommes. J'avais dit dans un parole d'homme, j'aimerais faire des photos de moi nu et j'aimerais faire des photos de moi, faire un travail avec un shooting, avec un photographe de moi en érection. Tu vois, et juste de dire ça, il y a un endroit où ça me fait flipper de dire ça. C'est qu'est-ce que les gens ils vont penser, que je vais regarder ma bite, que je crois que je suis un acteur de porno, etc. Mais non, mais juste en fait l'érection, c'est pas moche. C'est quand on veut faire l'acte sexuel et qu'on veut se reproduire, a priori il faut une érection. Donc c'est beau, ça existe dans la nature, ça existe. Mais l'image, tu vois, comme si j'allais mettre dans mon salon une photo de moi avec. Je vais pas le faire, mais juste le processus de le faire et de le dire, tout ce que ça évoque de ah ouais, mais une photo d'érection, c'est forcément du porno. Enfin, les assimilations qui viennent avec ça, c'est principalement du porno, quoi, et de pouvoir me voir en érection sans être dans un truc d'agression, d'agressivité, de danger, et après, a priori, je vais pas le mettre sur la voie publique ou dans un musée, ou alors si c'était dans un musée, ce serait dans le cadre d'une expo, d'une réflexion, d'un travail là-dessus, de comment on peut avoir des hommes tendus et détendus. Comment l'érection peut être belle et innocente. Voilà. Mais je vois moi aussi mon rapport à mon érection, tous les endroits où, si je suis avec une femme ou dans des ateliers de massage ou je sais pas quoi, tous les endroits où dans du tantra où il peut y avoir ça, où je retravaille ça, la honte par rapport à mes érections. C'est fou, quoi. Je suis dans un cadre sécurisé, je suis dans un cadre de tantra, dans un cadre dans lequel il y a du massage et il peut y avoir des érections, c'est absolument normal. Je suis avec une partenaire avec qui je peux en parler, avec qui je peux poser des mots au départ, et quand ça se passe, il y a quand même une espèce de truc parfois, de moins en moins, mais il y a eu des moments où à l'intérieur ça dit non, il faut pas que tu bandes. Alors elle est prévenue, mais si je suis dans une salle avec d'autres personnes, je me dis tiens, qu'est-ce que les autres pourraient penser, qu'est-ce qu'on va dire. Je me dis ça vient d'où tous ces trucs-là, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas parce que si et je suis capable de me décaler et de voir le processus vu de haut et de me dire qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que c'est beau de partager de l'amour, du désir, de la tendresse, sans intention d'aller plus loin, sans objectif, sans juste d'accueillir ce qui est là. Et je vois les deux. Et je peux passer de l'un où je suis dedans et je suis coincé, il y a du jugement, il y a toutes mes peurs, mes hontes, etc. Et ça, c'est là, malgré que je n'en ai pas envie, c'est là, ça fait partie de moi aujourd'hui et encore. Ça m'agit. Et de l'autre côté, quand j'arrive à me détacher et à faire taire, est-ce que c'est le mental, les peurs, je sais pas ce que c'est exactement. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui s'apaise. Et je pense que nous, les hommes, enfin, je me sens pas. C'est ça qui s'est passé pour moi depuis 10 ans. C'est qu'en fait, tout ce que j'avais, que je vivais, je me disais c'est ma honte, c'est mon problème, c'est moi, Étienne, je suis pas bien, je fais mal et c'est de ma faute. Depuis 10 ans, en fait, j'ai tellement vu d'hommes en stage partager à peu près les mêmes choses, à peu près les mêmes galères. Et si c'est pas, moi, j'avais des problèmes d'éjaculation précoce. Si c'est pas ce problème-là, c'est le problème inverse des mecs qui disent moi j'arrive pas à éjaculer, je bande, y a pas de souci. Mais et en fait, je vois que sur 50 hommes 2 fois par an pendant 10 ans, mais en fait, on est des milliers à avoir des problèmes et à en parler avec absolument personne, à pas savoir avec qui en parler, à pas savoir comment le dire, à pas savoir où le dire, à avoir de la honte, et donc tout ce que j'avais et je pensais que c'était de ma faute, je l'ai vu mais 50 000 fois chez des gars
où en fait, il y a personne qui peut dire, moi les gars, tout va bien. Alors peut-être qu'ils viennent pas en stage et que ces gars-là, ils sont super heureux et tout va bien pour eux. Et je suis sûr qu'ils vivent aussi des difficultés et c'est normal. En fait, c'est juste normal que ce soit pas. Nous sommes vivants, nous sommes pas des machines. Et donc ce détachement que j'ai vu de c'était mon histoire, c'était mon problème et toutes mes croyances de c'est de ma faute et de voir au fur et à mesure des tonnes de gars qui pensent aussi que c'est de leur faute. Et qu'en fait, quand on détache ces trucs-là, bah non les gars, c'est pas de notre faute. Il y a un système, des parents, une histoire. Nous sommes nés à un moment donné dans un contexte donné où il n'y avait pas de transmission des hommes, où les pères et les grands-pères sont partis aux guerres, ils sont revenus, on leur a pas appris c'est quoi un sexe, on leur a pas mis des mots, ils sont revenus couper de leurs émotions parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont vécu des violences et parce qu'il y a des millénaires de je sais pas quoi, de patriarcat, les hommes doivent être forts pour protéger la famille, machin bidule. Alors il y avait d'autres choses avant et tant mieux, on va pouvoir explorer d'autres choses maintenant. Mais ça a été vraiment ce truc de déconstruire et de dire en fait, ça m'appartient pas. C'est encore vivant en moi et je l'observe. Il y a des endroits où je m'identifie, il y a des endroits où je suis collé avec mon histoire, avec mes émotions, avec mes peurs, avec mes doutes. Mais plus j'en parle, et plus, de toute façon, c'est vivant en moi. Donc, je me dis autant que je le mette à distance et que je le mette devant moi, puisque c'est vivant en moi. Ça me sert à rien de rester avec et de le garder. Donc, à partir du moment où je le partage, j'entends d'autres gars et en le partageant, en osant le mettre en mots et en faisant preuve, c'est pas tellement une vulnérabilité, mais d'authenticité, quoi, de dire ce qui se passe en moi. Je donne la permission à d'autres hommes de dire ah bah ouais, j'allais pas oser en parler, mais moi aussi en fait, éjaculation précoce, ouais, bah, bien sûr, et les gars qui lèvent la main et qui disent bah moi aussi. Et en fait, il y a une espèce, à part les sexologues, les sexothérapeutes, il y a peu d'espace où des hommes, à part dans l'intime avec leur compagne ou leur compagnon, où ça se vit bah, dans la souffrance, il y a très peu d'espace où les hommes peuvent parler de ce truc-là et pouvoir reprendre la liberté de leurs paroles et qu'il y ait du détachement. Et c'est ce travail que je fais et que j'aime, quoi, de dire, bah, c'est pas ta faute et ça t'appartient pas, en fait. C'est pas, et donc après, nous avons la responsabilité de ce qui nous arrive et de ce qu'on en fait. Donc là, on a du pouvoir et là, on peut agir et là, on peut se redresser, en parler, aller trouver du monde pour pas rester bloqué. Mais il y a vraiment ce truc de, ça, c'est un égrégore, c'est un archétype, je sais pas, en tout cas, c'est du collectif, quoi. Le patriarcat. Il bouffe tous les petits garçons, il bouffe toutes les petites filles, il bouffe tous les papas. Et donc nous avons été bouffés petits garçons et conditionnés petits garçons. Et donc aujourd'hui, nos symptômes, nos traumas, pour moi, sont la plupart du temps rattachés à ça. Un manque de mots, un manque d'éducation, des rapports. Bon, après il y a MeToo, hein, il y a toute la notion de viol des hommes sur les femmes, d'agression sexuelle, mais pour moi qui vient aussi de ce manque d'éducation et que les hommes ne savent pas c'est quoi un oui, c'est quoi un non, ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Il y a tout le MeToo inceste avec aussi tout ce qui existe depuis des millions d'années, que bah, les hommes, les pères violent les petites filles, leurs petites filles, et que les mères, les tantes, les grands-mères abusent des petits garçons, et que ça se reproduit en croisée de chaîne en chaîne, d'année en année, de siècle en siècle, de génération en génération, et que voilà, donc nous venons de loin, quoi. Chaque fois que je regarde des films d'action, que les mecs vont faire des guerres et ils violent tous les villages et ils tuent les maris, etc. Ouais, on est des monstres, on est des animaux, on est des monstres, on vient de là. Et aujourd'hui, on a la capacité et aussi une époque, un climat, une conscience collective qui fait qu'on a la capacité de mettre fin à tout ça. Et si c'est pas de mettre fin à tout ça sur toute la planète en même temps, en tout cas, c'est nous de libérer nos histoires, de le faire autour de nous, pour nos filles, pour nos fils, pour nos cousins, pour nos sœurs, pour nos chéris, pour nos pères, que ce soit les constellations, que ce soit le tantra, que ce soit le chamanisme, que ce soit la CNV, que ce soit, il y a des tonnes aujourd'hui de méthodes, de voies, d'espaces ouverts pour pouvoir retisser ces liens et écrire notre histoire. Et tu as parlé plusieurs fois du tantra de façon, on va dire, condensée. C'est une des voies dont tu dis dans cette connaissance de soi. Mais c'est quoi le tantra? Le tantra, pour moi, c'est l'art de la relation. Comment je peux entrer en relation avec l'autre, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit non binaire, et comment je peux entrer en relation avec moi. On voit souvent le tantra comme le Kama Sutra et la partie sexuelle. Sexuelle. Tout le monde va faire l'amour avec tout le monde.
Pour moi, c'est pas ça. Originellement, c'est vraiment une voie très ancienne, très traditionnelle. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler. Bon, d'abord, c'est une expérience, donc on peut en parler autant qu'on veut. C'est comme si je te décris Mozart et que tu vas après un concert, une symphonie de Mozart, je peux en parler pendant longtemps, ça n'aura jamais le goût De d'être dans ton l'expérience. fauteuil en train d'écouter un orchestre symphonique qui fait une symphonie. Donc l'invitation déjà, c'est d'aller le vivre, d'en faire l'expérience. D'aller tester. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, l'art de la relation et comment je vais pouvoir pacifier et remettre du lien à l'intérieur de moi entre ma polarité dite masculine et ma polarité féminine. Donc Shiva et Shakti, qui est un couple masculin-féminin qui vit à l'intérieur de moi et qui vivent avec à l'intérieur des autres, à l'intérieur de chacun. Donc de pouvoir aller explorer la partie la plus révélatrice pour moi et intéressante pour moi, c'est que dans des échanges énergétiques, je dirais, sans faire l'amour à poil, hein, sans être nu, je peux mettre en face de quelqu'un et avoir des échanges énergétiques avec lui ou avec elle, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Je peux avoir un orgasme énergétique sans toucher quelqu'un en face de toi. On peut faire une méditation ensemble. Que tu sois un homme ou une femme, je peux avoir un orgasme énergétique. Je peux avoir un orgasme énergétique tout seul devant un arbre, devant une forêt, devant un lac, si je fais ma méditation, si je fais ma respiration, etc. Donc c'est des pratiques physiques, énergétiques, donc très précises, très concrètes, avec la respiration, avec des mouvements, avec des postures, avec ouais, ça se passe dans le corps, c'est concret, c'est bien ancré dans la matière, quoi. Ça se passe pas que là-haut. Et après, il peut y avoir des voyages là-haut aussi, mais ça se passe vraiment ici dans la chair et dans cet aspect aussi énergétique de faire vibrer mon énergie, faire monter mon énergie. Et là, ça peut se passer sans érection. Donc c'est très mystique, c'est très mystérieux par rapport à toutes les idées que j'avais avant, tous les préjugés que j'avais. Je peux avoir un orgasme énergétique habillé, sans érection, face à une femme, face à un homme, et sans qu'il y ait du désir ou une envie de passer à l'acte. Je peux vraiment vivre, expérimenter, faire l'expérience d'un orgasme énergétique j'ai l'impression d'être un peu shooté, quoi. J'ai l'impression d'être dans une légère ivresse. Je peux être très fatigué et vivre ce truc-là et me ressentir vraiment plein et complet. Et j'allais dire, c'est facile. Oui, ce sont des pratiques, mais ça peut se faire à tout moment, quoi. Et pour moi, la claque, c'est que ça pouvait se vivre avec des hommes. Pour moi, il y avait quelque chose de, bah non, je suis un homme, je suis hétéro, il faut que je vive avec une femme. Alors qu'en fait, non, je peux être face à un homme ou je peux le faire. Il y a des postures où ça se fait, ce qu'on appelle le yabium, donc que ce soit la vague. En fait, je vais être vraiment, je vais tenir l'autre collé contre moi, habillé ou nu. Hein, ça peut se faire habillé sans érection de la même façon avec un homme ou avec une femme. Et donc tout ça, c'était un peu mystérieux pour moi. Ça venait taper tous mes préjugés de ah bah alors là, si je fais ça avec un homme, c'est que je dois être homo, quoi. Oh là là, non, je peux pas faire ça avec un homme habillé, même habillé, je vais avoir une érection. Oui, alors il va vouloir me faire l'amour après. Donc c'est d'aller tester tous ces endroits où j'ai plein de préjugés en fait, où j'ai plein d'idées préconçues et d'inconfort, d'inconfort, de peur évidemment, et de pouvoir le vivre et de les dépasser, de me dire ah mais en fait qu'est-ce que c'est bon de pouvoir faire l'amour entre guillemets, de vivre de l'amour de manière énergétique avec un homme. Peut-être je le connais pas le gars, peut-être je le reverrai jamais et puis tout va bien. Et puis peut-être c'est un copain et c'est un ami et on pratique ensemble et je le recroise la semaine prochaine sur la place du marché et je lui tape derrière l'épaule et je lui dis tout va bien. Et c'est un frère et c'est de l'amour et il y en a qui jouent au foot et il y en a qui font des... Bon, je pense que ça connecte à d'autres niveaux, mais c'est beau. Donc voilà, le tantra pour moi c'est ça, c'est ce fait d'être plus que juste un corps avec des cellules et du sang, de la chair et des muscles. C'est ce moment où quand je fais l'amour ou quand je fais cette respiration, je me connecte à plus grand que moi. Et quand je respire dans ces espaces-là, je me connecte à la terre, je me connecte au ciel, je me connecte aux étoiles. Il y a vraiment quelque chose où je suis un être divin. Je suis un être qui fait partie du grand cosmos, qui fait partie du grand mystère de je sais pas quoi, de la galaxie, je sais pas. Les mots suffisent pas et c'est pour ça que l'expérience est toujours plus importante. Mais je peux me relier avec des hommes qui sont aussi des êtres divins. Je peux me relier avec des femmes qui sont aussi des êtres divines. Et à ce moment-là, un arbre est un être divin. À ce moment-là, un caillou est un être divin. Et chaque chose de la création fait partie de cette création.
et je peux me connecter. Je peux avoir un orgasme tout seul en faisant cette tuyauterie énergétique cosmique. C'est du ramonage, hein. Moi, parfois, j'appelle ça du ramonage énergétique cosmique, hein. C'est vraiment, je vais faire ma Kundalini, ma montée de chakra, mais c'est euh, la pratique. La pratique m'amène à le vivre, à le ressentir et à me reconnecter à ça. Et quand je me connecte à ça, je sais que je ne suis pas tout puissant. Je sais que si je suis un être divin, je suis un petit être divin connecté à tout le divin, et c'est merveilleux. Et, et c'est une pratique. Je peux y croire, je peux ne pas y croire. Des fois, j'ai pas envie. Et puis des fois, j'en fais l'expérience, et que j'y crois ou pas, ça se passe. Et donc ça, c'est bien. Quand que j'ai plus besoin d'y croire ou de pas y croire, ça se passe et ça existe. Et c'est vrai. C'est vrai dans mon quotidien. Donc c'est vrai pas dans mon quotidien, mais c'est vrai parfois. Et donc à ce moment-là, c'est plus très important si j'y crois ou pas. En faire l'expérience. Ouais. Oh oui. Et pour revenir aux espaces que tu ouvres, moi je sais qu'il y a souvent quand je dis que j'organise des cercles d'hommes, j'ai souvent des réflexions des femmes de j'aimerais être une petite souris pour voir ce qui s'y passe. Et on peut peut-être inviter les gens à aller voir Parole d'homme. Donc c'est des rendez-vous que tu as initiés tous les mois, où d'une certaine façon c'est ça, tu exposes un cercle d'hommes vu de l'intérieur. Ouais, exactement. Alors, je te rassure, j'ai aussi des petites souris dans mon entourage. Oui, j'imagine. Souris. et je crois que nous, on dit ça aussi, les hommes, hein. Ça nous excite, ou en tout cas, Oui, ça c'est nous intéresse de savoir, oh là là, des cercles de femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent bien dire, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire. Oui, il y avait cet enjeu pour moi, à peu près il y a un an, de dire, mais en fait, c'est génial, tout ce qu'on fait, c'est super, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit dans les cercles d'hommes, toute cette authenticité, de pouvoir tomber les masques, de pouvoir se dire, de pouvoir être vulnérable. Et puis à un moment, je me suis dit, mais comment on fait pour le montrer, ça? Alors chacun le montre à sa manière, dans son authenticité au quotidien, avec ses amis, avec ses frères, avec ses sœurs, au boulot, ou en famille, ou je sais pas quoi. Mais comment on fait pour c'est-à-dire que cette force que je trouve quand je suis dans le cercle où je me sens en sécurité, comment je fais pour pouvoir l'offrir au monde? C'est ce qui s'est passé pour moi par rapport à l'éjaculation précoce. Quand je l'ai vécu au tout début, c'était une galère. J'en ai parlé dans ce cercle, j'en ai parlé avec des hommes dans un petit espace, et puis après j'en ai parlé. Et puis il y a un moment où en fait, euh, ce truc qui était à l'intérieur de moi, qui était vivant à l'intérieur de moi, dont j'avais honte, de la culpabilité, du machin, je vais le mettre à jour, je vais le mettre à nu, je vais le poser au centre avec un cercle. Soit d'abord avec un psy, un thérapeute dans l'alcôve, où on est juste tous les deux. Donc c'est la première personne à qui je sors mon caca. Je lui dis, oh, regardez le joli caca, j'ai vraiment honte, il est plein de caca, etc. Mais au fur et à mesure qu'il me dit, bah, c'est pas un caca, il me dit, c'est juste, bon, voilà, la honte se retire, et en fait, c'est de la matière. Et donc, si je l'ai sorti à un psy, il y a une deuxième étape qui est d'aller le déposer dans un cercle. Je peux le faire directement dans un cercle si je suis à l'aise, ou si j'ai déjà fait un peu de travail sur moi, si j'ai un peu de désidentification de liberté pour pouvoir venir poser ça. Et si je le pose dans un cercle d'hommes et que c'est une problématique d'hommes, pouf, bah là, ça résonne, en fait. Il y a quelque chose qui est, ça touche les hommes, qu'ils l'aient vécu ou pas, et ils ont de l'empathie, ils ont de l'amour pour moi. Et pour moi, il y a un peu un troisième niveau qui est Internet, qui est un peu la déclaration officielle et publique. Ça pourrait être passé au JTTF1, c'est de dire, voilà, niveau 1, je vais voir mon psy, niveau 2, je vais le dire dans un cercle, et niveau 3, je le dis au monde. Et donc, quand je le dis au monde, en fait, c'est plus, je le dis juste à des petits cercles que je contrôle, et je sais qu'il y a la confidentialité, je sais que les gars le diront pas, parce qu'en fait, j'ai peur d'être touché dans ma vulnérabilité si on dit ailleurs que que j'étais un éjaculateur précoce. C'est-à-dire que cette souffrance-là, cette douleur-là, a encore prise sur moi. Et le moment où je le dis au monde, il y a quelque chose de, ben oui, ça fait partie de mon vécu et ça a été qui je suis. Après, chacun pourra en dire ce qu'il veut. Mais je suis prêt, en fait, à ce qu'il y ait les retours ou les jugements ou les machins ou les bidules ou pas. Et donc, voilà, j'avais l'impression que dans ce niveau 2 de cercle d'hommes, ça marche, mais qu'il y a quelque chose du coup qui crée un décalage par rapport à la société, que ce soit les médias, que ce soit les femmes, que ce soit les féministes ou les mouvements féministes, notamment le MKP par exemple, qui est un stage que j'ai vécu, que je recommande, que je trouve magnifique. Le fait que ce ne soit pas dit, et je vis la même chose un peu avec le Tantra Homme, le fait qu'il ne soit pas dit ce qui se passe dans les structures, dans les ateliers, dans le parcours, crée
une assimilation. Est-ce que c'est avec les francs-maçons, au secret, à l'imagination, à l'imaginaire des hommes qui se réunissent ensemble et qui font des trucs bizarres et ils veulent pas dire quoi, c'est forcément suspect. Et donc je me dis, j'en ai marre de ce truc-là en fait, parce que du coup les journalistes comprennent pas ce qu'on fait, les femmes comprennent pas ce qu'on fait, et je me dis, il y a besoin de montrer en fait. Est-ce qu'ils sont beaux ces espaces? Ils sont vraiment beaux. Alors il faut protéger parce qu'un homme qui a honte, il va pas dire des trucs s'il sait qu'il est filmé évidemment. Bien sûr. Ouais. C'est la physique quantique quoi. L'observateur modifie la réalité, donc c'est la condition de sécurité, de vulnérabilité, de confidentialité qui fait que je peux déposer mon truc ici parce que je me sens en confiance et que je sais que les hommes qui sont là vont pas me trahir. Ou que s'ils parlent de mon expérience, ils diront il y a un gars dans le cercle qui a partagé ça. Ils diront pas ouais c'était Etienne Hayem en fait, il a des problèmes d'éjaculation précoce le pauvre ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment ce niveau. Et le dernier niveau c'était le truc de comment on le sort et comment on l'offre pour dire en fait non on fait pas du truc de renforcement de masculinisme ou alors j'ai pas conscience de ce que c'est. Mais ce qu'on fait c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça pose un problème, c'est que quand on dit ce qu'on fait, il y a plus la surprise. Et l'intérêt de l'initiation, c'est que quand j'ai une initiation, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est bon, c'est que je saute dans le vide et je sors de mon programme habituel de ma vie et de mon temps chronos, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis ce week-end, je vais aller faire la fête avec les copains. Je rentre dans un espace dans lequel je suis pris en charge et dans lequel je suis un processus qui a été créé par des hommes et dans lequel je n'ai pas la main sur le processus. J'ai la main sur mon propre processus intérieur et comment je vais vivre les événements et comment ça va vivre à l'intérieur de moi. Il y a des hommes à qui je peux faire des demandes, il y a des hommes à qui je peux dire c'est trop pour moi, je souhaite sortir. J'ai toujours la liberté et la souveraineté de sortir, mais je n'ai pas la main sur le processus. Et donc dire ce qui se passe dans ces cercles, dans ce processus, c'est péter un peu la magie de la surprise. Et donc je me suis dit il s'agit pas de dire forcément ce qu'on fait ou ce qui se passe dans l'un et dans l'autre. Il suffit de montrer cette énergie et cette vibration de c'est quoi des hommes qui partagent en vulnérabilité et c'est quoi nous oser nous montrer comme on le fait quand on se sent en sécurité dans un cercle de 5, 10, 15, 20 mecs, de le faire sur internet entre frères qui nous connaissons ou je le fais avec des hommes qui accompagnent. Je le fais quand je suis avec Stéphane Leblanc et Thierry Julien, je le fais avec des hommes qui ont été assistants de Jacques Lucas pendant 10 ans sur le Tantra Home, certains qui le sont encore. Et donc on s'est rencontrés dans ces espaces-là. On a accompagné des hommes, on a ce terrain commun du Tantra, on s'aime, c'est simple. On s'aime comme on est, on se respecte comme on est. On a vécu plein de choses ensemble et on accompagne des hommes ensemble depuis longtemps. Donc on a plein de repères communs, mais on est différents. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est quand on fait ce truc-là, c'est pas un podcast ou une conférence de c'est quoi être un homme. C'est pas une table ronde où on se positionne en tant qu'expert. C'est qu'on parle de nous. Un expert qui a fait des études sur la masculinité, il va pas se mettre lui dans l'étude. Il va parler des hommes qu'il a observés. Et donc là, on prend ce rôle et ce jeu de dire, nous allons parler de nous et de comment nous ressentons ces sujets-là. On ne fait pas que ça, puisque comme on a accompagné pas mal d'hommes, on s'appuie sur ce qu'on a vu chez les hommes pour dépersonnaliser et que ce soit pas juste Étienne, Stéphane et Thierry, même si c'est intéressant. Je pense qu'au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est le multifacette et les diverses polarités. Et voilà, donc on fait ça une fois par mois, c'est en live maintenant sur YouTube. Après, il y a le replay qui est retrouvable. On invite d'autres copains en fonction des sujets s'il y a besoin. Les 2 premiers que j'ai fait l'année dernière, j'avais invité 6 ou 7 hommes, donc c'était vraiment un cercle d'hommes vu de l'intérieur, on l'avait nommé comme ça. Et les autres, c'est plutôt parole d'hommes, quoi. C'est vraiment, on va avoir des hommes qui parlent des différents sujets. C'est en live, donc on peut aussi mettre des commentaires. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, que ce soit des commentaires d'hommes, de femmes, des questions. Et donc, il y a un petit côté, je sais pas si tu as connu ce truc-là, Doc Eddie Fool. Moi, j'ai écouté ça sur Fun Radio quand j'étais gamin. Tu me ramènes à une trentaine d'années, là. C'était ça mon éducation sexuelle, je crois. En fait, c'est que tous les soirs, je me couchais à 20h et j'écoutais la radio jusqu'à 22h, 23h. J'étais au collège et j'écoutais des gens qui appelaient et il y avait le doc qui disait, écoute, il faut que tu parles du plaisir. Et je crois que c'était ça mon éducation sexuelle. Et super, et merci à eux d'avoir fait ça. Je crois qu'il y en a un des deux qui le fait encore. Et donc ces trucs-là existent encore. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a tellement de vide. Ça a disparu, ça, en fait, finalement, ce genre d'émission. Il y a Brigitte Lahaye qui fait encore des trucs comme ça, sur Sud Radio, je crois. Mais je crois que Doc ou Diffoul, il y en a un des deux qui le fait encore. Et pour moi,
on joue. Alors on n'est pas dans le même rôle si tu veux, puisqu'on est visible. Ça c'est un truc qui est particulier aussi. On est visible nous et les personnes qui posent les questions quand c'était sur Facebook, on voyait leur nom et leur prénom. Donc si moi je cliquais afficher le commentaire à l'écran, en fait j'exposais la personne. Et elle avait pas forcément conscience, elle, quand elle rentrait et qu'elle posait une question, qu'elle allait être visible. Alors quand elle met un commentaire depuis son compte Facebook, et c'est là où c'est intéressant. Nous, quand on prépare le truc avec les copains, je leur dis, n'oubliez pas, avant qu'on passe en live, il n'y a pas de confidentialité. C'est évident. On le sait qu'on est en direct et qu'on est en public. Mais ça veut dire, c'est pas parce qu'on est à la cool entre nous et qu'on attaque un sujet et qu'on se sent détendu. C'est-à-dire que ce que nous allons poser là, de faire attention à pas casser des confidentialités de participants, de personnes, de nommer des gens qui auraient pas envie d'être nommés, voilà. De moi, ce que je raconte sur ma fille, sur la mère de ma fille, sur bon, les personnes qui m'entourent, en fait, c'est des choses qui sont sur Internet. Donc, je parle de moi, mais je parle d'elle aussi. Je parle aussi de toutes mes relations. Et donc, qu'est-ce qu'un jour, euh, je sais pas qui, ma fille notamment, hein, dans 30 ans, dans 20 ans, elle pourra aller regarder, écouter tout ce que j'ai dit et me dire, mais papa, pourquoi t'as mis ça, etc. Bon, donc, il y a vraiment ce truc de confidentialité. Et quand il y a l'histoire des commentaires, si les personnes participent, si on dit il y a Céline qui nous pose cette question, on dit pas qui est Céline, mais si on dit son nom et son prénom, ou si j'affiche le commentaire à l'écran, là on casse une confidentialité. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que ces hommes-là, je les connais dans le stage de tantra, dans l'espace intime, protégé, confidentiel du lieu magnifique du hameau de l'Étoile, donc il y a un cadre de rêve. Et donc là, c'est de ramener ça dans l'espace public. Et quand on le ramène dans l'espace public, le fait de venir avec un compte Facebook, la plupart des gens ne parlent pas sur leur compte Facebook de ce truc-là, puisque je suis visible. Parce que je peux être visible. Et donc, c'est là où on voit déjà la schizophrénie qu'on retrouve dans tout le développement personnel, qui dit, ah non, le pro et le perso, quoi. Et donc, dans le développement personnel, on dit, bah, arrêtez de séparer le pro et le perso. Sauf qu'il y a des espaces qui sont tellement intimes et tellement vulnérables. Et donc, j'ai l'impression que quand on fait parole d'homme, on parle depuis cet espace-là. On le fait avec une tranquillité et ça va parce qu'on se connaît, qu'on est entre nous. Mais on est quand même dans un espace en fait visible, public. Et donc on amène de l'intime et cette, je sais pas si c'est qualité d'authenticité, j'en sais rien, mais en tout cas cette tranquillité qu'on amène sur des sujets a priori hyper sensibles, qu'on amène dans l'espace public, non pas pour les mettre en débat, mais pour partager et rendre visible, rendre accessible ces choses-là. Ouais. Et tu parlais d'hommes qui accompagnent des hommes. Tu as une initiative avec, si je me trompe pas, Mathieu Thomé, Benjamin Ries, d'un réseau d'hommes qui accompagnent des hommes, d'accompagner justement, de créer une dynamique à ce niveau-là. Je crois fortement à ces cercles et cercle d'hommes, cercle femmes, cercle mix, cercle en société pour d'autres thématiques. C'est quelque chose que j'ose espérer. On s'ouvrira de plus en plus à ce genre de pratique. Et demain, j'ai envie, tu vois, tout ce qu'on échange là, ça me parle. J'ai envie d'ouvrir un cercle, j'ai envie de créer un espace de reliance. Comment je fais? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? De se faire confiance, de te faire confiance. Je pense que si tu as envie d'ouvrir un espace et que tu as les outils, que tu as voilà, que tu as déjà facilité des cercles ou des espaces d'intelligence collective ou que tu te sens à l'aise avec ça, vas-y. Vraiment, écoute ton cœur et prends soin de toi et des hommes. Il y a plein de manières différentes, il y a plein de manières possibles. Pour moi, il y a autant de cercles d'hommes que d'hommes. Donc des couleurs et des façons de le faire, il y en a plein. Et je suis pas à un endroit aujourd'hui où je peux dire la vérité c'est ça, où il faut le faire comme ça, etc. Moi j'ai mes pratiques et j'ai mes habitudes et j'ai mes outils et je sais pourquoi je passe par là. Et c'est ça que j'aime bien dans le réseau, c'est qu'on découvre plein d'hommes qui accompagnent des manières différentes. Et on parlait de sexualité tout à l'heure, mais il y a aussi des hommes qui font des trucs dans la forêt, il y a aussi des hommes qui font des trucs en randonnée, il y a des hommes qui font des trucs plutôt dans le massage, des hommes qui vont plutôt faire du yoga, il y a des hommes qui vont plutôt faire de la danse. Et donc j'ai l'impression qu'en fait de tous les endroits où nous avons été blessés, où ce masculin toxique là, il s'est imprégné en nous, il y a besoin de revenir le développer sur tous les plans et que chacun va aller choisir quelle est
la fibre, la couleur, La couleur, ouais. la famille à laquelle il va se rattacher par rapport à sa blessure la plus profonde, la plus urgente ou la plus importante. Mais que voilà, il y a tellement peu d'espace par rapport à ça. Quand je compare aux femmes, par exemple, il y a des tonnes de cercles de femmes, de stages de femmes, de machins, de féminins sacrés tous les week-ends. Il y en a de plus en plus pour les hommes. Et donc, pour moi, c'est important dans cette diversité, effectivement, qu'on rentre pas dans un moule ou dans un calque, mais qu'un homme qui commence son chemin puisse aller trouver un cercle d'hommes d'une certaine couleur un jour chez un autre, chez un homme, qu'il aille après faire un stage en Belgique avec des Belges qui font un super truc. Il y a des hommes qui font du travail qui relie que entre hommes, donc vraiment reconnexion à la nature, à l'écologie profonde, et de pouvoir aller choper comme ça à droite à gauche des différentes couleurs, différentes vibrations, différentes guérisons, ou remises à jour de mon masculin, de nos masculins, et que voilà, qu'il faudrait surtout pas faire un service militaire et uniformiser tout ça, mais au contraire travailler en lien les uns avec les autres. Pour quelqu'un qui voudrait commencer, bienvenue pour poser des questions dans le réseau, bienvenue pour rentrer dans le réseau et demander du soutien. Là, pour moi, c'est vraiment en fonction de chacun. Il y en a qui ont beaucoup travaillé avec les hommes, mais qui n'ont pas l'habitude du cercle d'hommes et de la vulnérabilité. Voilà, des anciens militaires, par exemple. Il y en a qui ont beaucoup travaillé en cercle, mais qui n'ont pas forcément. Enfin, on a tous des bouts de réponse, mais on n'a pas tous tout. Il y a personne qui a tout. Donc voilà, il s'agit de garder sa couleur, évidemment, puisque elle nous constitue, et c'est ça qui fait qu'on va avoir une capacité à accompagner des hommes comme nous, des hommes qui ont souffert des mêmes choses, des hommes qui ont des parcours un peu similaires, et on va s'enrichir des mecs qui sont à l'opposé de nous, les mecs qui nous font le plus chier et qui nous font les miroirs les plus fatigants. En général, c'est ceux qui nous touchent dans les endroits où on veut pas aller. Donc voilà. Après, il y a plein d'outils, plein de méthodes, plein de possibilités. Un conseil pour moi quand même, ce serait d'aller participer à un cercle d'hommes avant d'en faire un. Je pense que c'est comme le tantra, c'est une expérience. Il est possible de se faire confiance et de commencer à en animer. Si t'es dans un coin où il y a absolument personne et que la seule solution pour en vivre et en faire c'est de l'animer, bah vas-y. Mais si t'as l'occasion d'aller vivre un cercle, même si c'est en ligne, voilà, de goûter ce truc-là, d'être avec d'autres hommes. Et que ce soit animé et facilité par quelqu'un dans lequel toi tu puisses être vraiment juste participant, à ce moment-là, oui, c'est le top parce que ça te permet de goûter, de sentir, d'avoir un petit aperçu de c'est quoi ce truc de fraternité, c'est quoi ce truc d'être entre hommes dans un espace sécurisé où je risque pas de me faire sauter à la gueule, où on risque pas de me dire ah oui, mais toi c'est parce que t'es non, voilà, juste de goûter un espace de parole entre hommes sécurisé, ça peut donner déjà une bonne base pour créer le sien. Merci. On arrive déjà à la fin. Du coup, donc, on peut retrouver sur ta chaîne YouTube chaque mois ces paroles d'hommes. Yes. Dans ton actu aussi, tu organises bientôt un stage dans un mois, je crois. Ouais, du 14 au 16 avril avec David Dussu, on sera au Hameau de l'Étoile justement pour proposer un stage sur la sexualité entre hommes. Donc après avoir accompagné Jacques Lucas pendant 10 hommes sur le tantra homme, maintenant on propose un stage avec David pour vivre cet espace. Là, c'est un tout petit stage, c'est une dizaine d'hommes maxi, donc on sera pas sur un gros effectif. Et le nom du stage, c'est pour une sexualité apaisée et remplie d'amour. Voilà quoi. Si avec tout ce qu'on vient de dire, ça vous parle pas, je ne sais pas quoi dire. Et voilà, ouais. Super. Est-ce que tu veux terminer avec un petit mot, une pensée, une réflexion, une question? Plus un vœu, ouais, un vœu ou une prière, quoi, que je la fais régulièrement. Il y a peut-être même autre chose avant, si je peux tricher. Il y a une vidéo que j'ai pris l'engagement de partager avec beaucoup de monde. Une vidéo qui s'appelle From Women to Men, des femmes aux hommes, qui a été faite et qui moi m'a guéri, m'a apporté de la paix à des endroits où je m'y attendais pas, où j'étais encore en guerre contre les femmes. Et j'ai fait tout un travail avec Bernard von Glasenapp pour filmer des hommes et pour faire une vidéo des hommes vers les femmes. From men to women, ouais.
From Men to Women, et on a voulu lui donner un autre nom qui est The Battle is Over. La bataille est finie, la guerre est finie, quoi. De déposer les armes et d'arrêter justement ces trucs. Je parlais de siècles, d'année en année, de génération en génération de guerre homme-femme, qui peuvent être aussi homme-homme et femme-femme. Hein. Mais voilà, donc j'ai envie d'inviter les hommes et les femmes à aller voir ces vidéos et à marcher ce chemin. Et je fais la prière vraiment que tous les hommes qui cherchent, qui sont en souffrance et qui ont envie de vivre des espaces comme ça, puissent trouver un homme avec qui cheminer, avec qui ouvrir ces espaces qui sont difficiles, qui sont douloureux, que puisse se retisser de la paix, du bon et du beau, et je souhaite des beaux orgasmes aussi à tous ces hommes et à toutes ces femmes, de l'amour dans tous les cas. Voilà. Merci pour ces mots. Ouais, je mettrai les liens vers ces deux belles vidéos qui sont vibrantes, l'une comme l'autre, qui sont belles. Et effectivement. Merci Étienne. Merci à toi de ta disponibilité et de nous partager tout ça. Et puis écoute, je te souhaite une belle journée et puis à bientôt. Merci Loïc, merci à toi d'ouvrir cet espace. Hein. C'est un espace de reliance aussi, c'est un mini cercle d'hommes, oui. Mais ouvert avec une grande fenêtre. Donc merci de le faire, merci pour ta qualité. Trop bien. Merci. Merci Étienne. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.